Bonjour, alors l'invité de la semaine, ben, c'est Guy Mardel. Guy Mardel, bonsoir. Guy Mardel, ben, que tout le monde connaît. Je crois qu'on ne peut pas vous présenter parce que y a une chanson, il y a une musique qui vient dans la tête de tout le monde quand on vous voit, quand on vous parle. N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Voilà, Guy Mardel, vous habitez maintenant en Israël. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ouais. Et donc, ça y est, le bateau est parti, vous avez quitté la France, qu'est-ce qui se passe? Oui, enfin bon, je fais comme tous les Juifs, on est le peuple, qui est là, puis bon, on est rentré à la maison. C'est ça. Donc voilà, le Juif errant rentre à la maison et c'est très bien comme ça. C'est ça, c'est ça. Et il y a une partie, donc toute une partie de votre histoire qui est vraiment complètement intimement liée à la France, hein, puisque... Oui, bien sûr, j'ai beaucoup donné à la France m'a beaucoup donné. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Ah, tout à fait. Je suis juif, je suis français, je suis israélien maintenant. Et puis tout ça, il faut que ça se mélange, que ça s'harmonise. Voilà, et alors ça donne des enfants, parce que les enfants, eux, rentrent de plein pied dans cette nouvelle réalité que vous avez créée pour eux. Oui, les deux derniers qui sont arrivés en Israël à l'âge de 10 et 11 ans, donc pour eux c'est beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas de passé français. C'est ça. Donc, mais moi j'ai le problème qu'ont tous les juifs français qui font leur aliyah, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'identité. On est français, mais on n'est plus vraiment français. On est en Israël, mais on n'est pas du tout israélien. Donc c'est très très compliqué à gérer et il faut du temps. Et je pense que c'est pas à mon âge, pas au niveau de ma personne, mais je pense que l'intégration sera au niveau des enfants et des petits-enfants, où là il n'y aura plus de problème identitaire, ils seront nés sur la terre, et puis voilà. Nous c'est plus difficile parce qu'on est quand même formaté dans une culture juive, mais de France, et on peut rien y faire. Et alors, il y a une époque, au début de mon arrivée en Israël, on essayait de retrouver un petit peu ce qu'on avait laissé en France, le côté communautaire, la manière de prier comme en France. Et puis, petit à petit, avec le temps, on s'aperçoit que finalement, ça, on n'en veut plus, parce qu'on veut vraiment vivre à la manière des Israéliens. Mais cela dit, le côté israélien dans les synagogues aussi n'est pas ce qu'on cherche, parce que eux, ils sont dans leur mode, donc ils prient parce que la prière, ça fait partie de leur vie, puis ils comprennent tout ce qu'ils disent, donc ils n'ont pas cette même recherche de Kavana. C'est ça. Alors on est toujours sur un pied, quoi. Donc mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Grâce à Dieu, c'est superbe. Alors c'est votre troisième monde, puisque finalement vous êtes né en Algérie ou en France? Oui, non, je suis né en Algérie. Vous êtes né en Algérie, alors où ça? D'origine marocaine, et je suis né à Oran. À Oran, ah bon, ouais. D'accord. Bah, voilà, moi aussi, donc on se retrouve en Toranais, une petite Maria, là, André Hachem, super. La Kalentika. Voilà. Et vous avez vécu en Algérie jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à mon premier bac. J'ai passé, parce qu'à l'époque il y avait 2 bacs. Ah, oui. Donc j'avais passé mon premier bac à Oran. Et puis on devait de toute façon, mes parents voulaient que je fasse la fac en France. Donc c'était dangereux ça, d'envoyer les enfants comme ça. Et dans la mesure où en 58, mon père qui connaissait bien la politique et qui connaissait bien le parcours de Gaulle, dès que De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a dit on s'en va.
Il a dit c'est fini. Donc on est parti, c'était en début 59, on est parti, enfin mi-59 à la fin de l'année scolaire. Et donc j'ai fait ma philo à Versailles, et puis voilà, et puis après je suis resté en France. Tout à fait, tout à fait. Alors vous avez grandi, c'était une famille nombreuse, comment deux sœurs et moi. Un souvenir d'Oran, s'il vous plaît, parce que moi j'ai des petits souvenirs d'arroseuses, de voitures arroseuses qui passent, qui nettoient les rues, parce que moi j'ai grandi à Marnia, dans une petite ville. Moi j'ai parlé de Kalantika tout à l'heure, c'était le marchand de Kalantika, c'était une sorte de pâte de pois chiche, hein, c'est ça? C'était très bon. Oui, et la guimauve non, le créponné. Les créponnés, c'est une glace au citron, un sorbet au citron qu'on prenait place de la Bastille. Ah, c'est super, vous voyez, donc vous avez eu comme ça toute une jeunesse. Oui, parce que j'ai vécu jusqu'à 15 ans, donc 15 ans, on a de gros souvenirs. Énorme, et c'était pas une jeunesse... C'était toute mon adolescence, quoi. C'était pas une jeunesse contestataire. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Moi j'avais des amis arabes, je comprenais pas très bien ce qui se passait, parce qu'on vivait bien, on était heureux. C'est ça. Et moi j'ai dit un petit peu, j'ai dit un petit peu ce que a dit Albert Camus en parlant de l'Algérie. Moi j'ai dit sur Oran, j'ai eu mal à Oran, j'ai eu vraiment très mal de quitter Oran, parce que c'était ma ville, quoi. C'était très dur. C'était très dur, et puis bon, arriver tout de suite dans le côté français, à Versailles, la vieille France, etc. C'était un petit peu compliqué. Mais bon, à 16 ans, on étudie, on passe son temps à étudier, j'ai eu mon bac, et puis après j'ai fait ma fac. C'est ça, vous avez fait votre fac. Alors comment la voix, le chant, comment vous êtes... Aujourd'hui on dit Mina Chamaïm. Mina Chamaïm, c'était quoi? Vous avez chanté comme ça dans la... Comment ça s'est passé? C'est 40 ans après, ouais. 45 ans après, ça fait 45 ans que je chante, on s'aperçoit qu'on ne fait rien du tout. Et bien sûr, quand on vit au jour le jour, et chaque jour on a l'impression de construire quelque chose, mais quand on regarde 45 ans en arrière, on s'aperçoit que toutes les bornes étaient bien posées depuis, et que les choses étaient organisées par Akadosh Baruch Hu d'une manière miraculeuse. Quelle porte s'est ouverte? Comment ça s'est ouvert? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment ça s'est ouvert? Moi j'étais à la fac, oui. J'étais à la fac, et on avait... comme tous les jeunes à l'époque, c'était le tout début du yéyé avec Paul Anka, Elvis Presley. C'était 60, ça, à peu près. C'était 59, 60. 60, oui. C'était Paul Anka, les Platters, voilà. Et le commencement, le balbutiement d'une chanson française yéyé, donc avec Richard Anthony, voilà, qui commençait. Voilà. Oui. Et donc moi j'étais pas très yéyé, pas du tout d'ailleurs. Vous étiez oranais. Et j'étais oranais. Et j'aimais le jazz, et on avait monté un orchestre, comme font tous les étudiants. On avait monté un petit orchestre de jazz avec des copains, et on jouait du jazz. Super. Mais on avait des problèmes comme tous les musiciens, tous les groupes. On avait un problème de où répéter. Alors on a trouvé... je crois que c'est mon batteur qui habitait à Neuilly. Il m'a dit: il y a une maison des jeunes et de la culture qui est à Neuilly. Il nous prête une salle, et puis on va répéter là-bas. Alors on répétait, on s'amusait, et tout ça. Et un jour, le directeur. Vous jouiez quoi? Moi, je joue du piano. Depuis de la jeunesse? Ouais, moi j'avais fait du conservatoire à Oran. C'est ça, le conservatoire d'Oran, ça on l'avait fait. Non, mais ça aussi, je l'avais fait, mais vraiment, sublime. Mais c'est un truc qui vient du ciel, parce que moi, quand je suis né, ma maman, bien algérienne, elle a dit à mon père de m'acheter un violon et une encyclopédie médicale, parce qu'elle voulait que je sois médecin et violoniste. Ah, ça c'est sublime. Et quand j'ai eu l'âge de faire du violon, ils m'ont pris un professeur. Oui. Et pendant 3 ans, j'ai pas réussi à sortir une note. C'est la promesse de l'aube. De Romain Gary. C'était un calvaire, un calvaire. Et un jour, pour que ça soit irréversible, j'ai cassé le violon. Incroyable. J'ai cassé le violon. J'ai dit: je veux plus. Voilà. Et puis bon, on allait, je ne sais pas si vous vous rappelez, une plage qui s'appelait Paradis Plage. Ah ben non, parce que j'ai grandi à Marnia, j'étais encore plus petit. Et donc il y avait là-bas, on passait les vacances là-bas, et dans cet hôtel il y avait un orchestre.
Et moi, j'étais fasciné par ce groupe, ce groupe de... Voilà. Et j'étais tout le temps, j'avais 7 ans, 8 ans. J'étais tout le temps sur l'estrade, à côté du pianiste. À côté du pianiste. Et je regardais comme ça. Et on entend fort le piano. Et j'étais... Bon. C'est superbe. Et passe l'été, et à la fin de l'été, le pianiste vient voir mes parents. Il dit, mais vous savez que votre fils adore la musique. Alors ma mère raconte l'histoire du violon. Et il dit, c'est normal, est-ce que vous permettez que je lui donne des cours? Alors ma mère et mon père disent, pas de problème, ils achètent un piano droit, et le mec vient, et je dis, je veux sentir le truc, le violon c'est zi, on ne fait rien, on n'entend rien. Il me dit, t'inquiète pas. Et il commence à me placer les doigts sur le piano, et il me fait jouer des harmonies. Comme ça, plaqué. Donc pas de solfège, pas de truc. Alors il me dit voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis tu vas voir, et tu vas pouvoir retrouver des airs, des machins. Et donc tout de suite, j'ai eu l'harmonie dans le piano, qui m'a donné alors je jouais des trucs, je m'amusais avec mon père et tout ça. Du jazz, des feuilles mortes. Après, petit à petit, et puis après j'étais autodidacte, donc après j'ai adoré cet instrument. Et voilà, donc je me retrouve dans cette maison de jeunes, je jouais du piano, on faisait du jazz, le directeur de... J'essaye de la faire courte parce que... Non, mais c'est beau, on est pas si fasciné. Et donc, le directeur de cette maison des jeunes vient nous voir et nous dit alors vous êtes content, tout ça, on le remercie. Il dit vous me remercierez vraiment si vous venez jouer le samedi soir pour les jeunes de la maison des jeunes. On dit très bien, pas de problème et tout ça. Donc, la première fois on joue et tout ça, la deuxième fois, puis on sentait que les jeunes ils aimaient pas trop le jazz quoi. et ils disent, vous connaissez pas les chansons de Paul Anka, les chansons de Richard, Anthony et tout ça. Et donc la fois d'après, le seul qui pouvait chanter c'était moi, parce que le groupe chantait faux. Cana, d'accord. Donc, et moi j'avais la chance de chanter juste, et donc c'est moi qui me suis mis à chanter comme ça. Super, voilà. Donc des chansons, chansons de Siffler le train, Diana, oui. Voilà, plein de trucs comme ça. Super. Et vous deviez là vous sentir tout à coup, mais c'est beau, mais tout à coup vous avez senti que le chant... Non, même pas du tout. Pas du tout. Ah, mais par contre, moi ce qui m'intéressait à l'époque, c'était d'écrire. J'étais fou amoureux d'Albert Camus. Mais vraiment, quand vous relisiez le même livre Non, j'avais tout lu de Camus et moi j'avais envie de faire aussi des essais, écrire. Ah, oui. Donc, mais quand j'ai commencé à faire du piano et tout ça, je me suis mis à écrire des poèmes et tout ça. Et voilà, des poèmes que j'ai mis en musique par la force des choses, parce que les choses se sont faites comme ça. Et dans cette maison de jeunes, il y avait une jeune fille qui était très charmante, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Oui. Et donc, et elle me dit, petit à petit, donc on se connaît un peu mieux et tout ça, et je lui montre mes petites chansons. Elle me dit, tu sais qu'il faudrait que tu les montres à mon oncle. Et elle me dit, c'est un grand éditeur de Paris. Incroyable. De musique. Oh, je dis, mais non, moi c'est pour m'amuser et tout ça. Elle me dit, non, il faut que tu viennes le voir et tout ça. Je vais un jour à la Boétie, et il s'est avéré que c'était une des grosses éditions françaises de musique, édition musicale, et c'était les éditions Salvé. Et la femme de Robert Salvé avait fait du droit dans sa jeunesse. Et quand j'allais dans son bureau, c'était une cure de jouvence pour elle. Elle parlait de droit avec moi, elle parlait elle m'a dit, je suis effaré du niveau intellectuel de ce métier. Ça me fait du bien de vous voir. Un chanteur qui pense. Et puis je lui montre mes petites chansons et tout ça. Bon, et puis c'est comme ça. Et puis de temps en temps, j'allais la voir parce qu'elle était charmante. C'était une vieille dame et tout ça. Super. Et puis un jour, elle me dit, Guy, il faut que vous fassiez quelque chose. Il va falloir que vous jouiez 2 chansons que vous m'avez montrées l'autre jour à quelqu'un qui est dans le bureau. Oh, je dis bon. Et donc on passe dans le studio, le petit studio, puis je joue mes chansons. Et le mec, je le vois s'exciter. Ah, c'est fantastique. Il avait un accent américain. Wow. Fantastique.
Je dis, mais il est fou celui-là. Fantastique de quoi? Et c'était Lee Hallyday, le cousin de Johnny, qui était directeur artistique chez Polydor. Voilà. Et voilà comment je fais mon premier disque. C'était tout bêtement. Un disque que j'ai vendu à ma famille parce que c'était nul. Parce que lui, il voulait me faire chanter du yéyé, mais moi, j'étais pas du tout. Vous n'étiez pas dans le mouvement comme ça. Pas du tout. J'avais pas une voix de yéyé, et puis j'étais pas formaté yéyé. J'avais pas la culture de la rue, quoi. La rue, la petite colère. Voilà. J'étais pas Johnny. Et donc on s'est planté sur le disque, mais il m'a introduit, il m'a introduit le virus dans le sang. Il fallait réussir. Et en plus, je me suis découvert un caractère, puisque j'avais à peine 18 ans, 19 ans, un caractère de crabe. Parce que j'ai pas supporté cet échec. Mais un échec qui dépend de moi, je l'accepte. Mais un échec causé par quelqu'un d'autre, j'accepte pas. Ah, c'est lui qui avait imposé la musique. Il m'avait imposé la manière de faire le disque, etc. Et je dis, je veux bien être moi responsable de mes erreurs, mais pas que... Tout à fait. Ça, on s'en veut de la faiblesse. Et je dis, il faut que je fasse un audit, il faut que je fasse un audit. Bon. Et entre-temps, je réussis ma deuxième année de droit. Et comme on habitait toujours Versailles, mon père Zirfal Blacha me dit, tu passes ton examen de deuxième année, si tu le réussis, je t'achète une petite voiture pour aller de Versailles à Paris. C'était sympathique. C'est très sympathique. C'était gentil, mon père. Et je réfléchis. Un jour, je vais le voir, je lui dis, papa, tu voulais m'offrir ma voiture. Il me dit, oui, chose promise, chose due. Il me dit, voilà, si tu veux, si tu acceptes, je te fais une proposition. Tu me donnes l'argent de cette voiture, je fais un disque avec l'argent. Wow. Et si ça marche, je te promets de continuer mon droit et de finir le droit. Et si ça ne marche pas, tu n'entendras plus jamais parler de musique. Wow. Voilà. Et il me dit banco. Très bien. Tout de suite. Il n'a pas discuté. Très bien, très bien. Et donc, je retourne chez les éditions, chez Madame Salvé. Et là-bas, il y avait un petit copiste, Bernard Kessler, qui copiait les partitions pour l'édition et que j'aimais bien. Comme j'allais souvent les voir et tout ça, m'étais lié d'amitié avec Bernard, qui n'était pas du tout arrangeur. Et je lui dis, Bernard, c'est toi qui vas faire mes arrangements. Bon, il avait la capacité de le faire. Et puis voilà, donc on rentre comme ça dans donc le... c'est grâce avec ce Bernard qu'il y avait cette ligne classique qu'il y a dans votre fond musical, une ligne droite comme ça. Ouais, et puis j'ai dit, moi je préfère, je veux pas un grand nom. J'avais le premier disque avait été fait avec des grands noms, des arrangeurs très connus à l'époque. J'ai dit, je veux faire ma petite équipe et puis passer des nuits à écrire l'arrangement avec lui, etc. Mais que ça vienne, que ça soit... Et donc on fait ce disque comme ça. Et vous allez dire le titre. Et une fois qu'on le termine, l'éditeur appelle un autre éditeur, etc. Bon, après ça devient un truc professionnel. Ils écoutent le disque, ils tombent par terre, ils disent c'est sûr que ça va marcher. Était-ce N'avoue jamais? Non, c'est pas N'avoue jamais. C'était une chanson qui s'appelait Si tu n'y crois pas. Il ne vient, dis-toi, qu'une seule fois, dormir dans tes bras. Et si ton cœur le veut, écoute-le, souviens-toi de moi. L'amour s'en ira si tu n'y crois pas. Et donc ils disent maintenant il faut trouver une maison de disques. Et là, encore, Mina Shamaim, Lucien Maurice qui était le patron d'Europe numéro 1, qui était de chez nous, qui était juif ashkénaze, oui. Et montait la maison de disques d'Europe numéro 1, qui s'appelait les disques AZ. Oui, je me rappelle de cette et donc il cherchait des artistes. Et il vient au studio et il me dit surtout tu te montres pas, on dit que l'arrangeur était un arrangeur américain, on fait notre salade, machin, etc. Lui il vient, il trouve le disque formidable, on se présente, il y a le coup de foudre entre lui et moi.
On signe, et donc dans la même semaine, il a signé Christophe, et Daniel Gérard et moi. Ouais, et donc on était les trois dans la alors, maison. Banco, les trois Banco. Et ce disque sort quelques semaines plus tard, et je vends 300 000 disques. C'est merveilleux, ouais. extra, c'est bien. Et donc la machine est partie comme ça, et puis après, super. bon, après... Alors si tu n'y crois pas, c'était quoi les paroles? Si tu n'y crois pas, l'amour s'en ira, souviens-toi de moi. Ah, d'accord. Ça va bien marcher. C'est beau, c'est beau. Voilà. C'est chouette. Et donc, ouais, ben ça va bien avec l'âge aussi, c'est très très bien, très bien. Oui, mais si tu n'y crois pas, et après vous filez sur N'avoue jamais. Alors, vous savez, j'étais petit à N'avoue jamais, je comprenais pas. Non, mais tous les gosses de 3 ans ont chanté N'avoue jamais. Tous les gosses de France ont chanté N'avoue jamais à 3 ans. Je chantais N'avoue jamais sans arrêt, je ne comprenais pas. Alors je transformais les mots, etc. Mais là aussi, c'est une succession de choses, parce que quand le disque a marché, Paul Lederman, qui était l'impresario de Claude François, a voulu me rencontrer et il a voulu s'occuper de moi. Donc j'ai fait 3 ans de tournée avec Claude François. Et j'ai appris le métier, la scène avec Claude François. Ah oui. Mais vous n'êtes pas du tout du même style. Non, mais mais ça allait bien avec la tournée. La tournée fonctionnait très très bien. Très bien. Et voilà, donc les choses se sont passées comme ça. Et pendant la tournée, Paul Lederman était associé avec une personne avec un autre impresario qui s'appelait Alain Hubert, qui connaissait bien une jeune, entre guillemets, auteur de chansons, et il me dit il faut absolument que tu chantes d'autres chansons plus musclées, je pense qu'une patte féminine va être bien pour toi et tout ça. Je dis pourquoi pas, je vais la rencontrer, elle était aussi intimidée que moi. C'était la fille de l'humoriste Gabriel non, pardon. Bon, peu importe, je me rappelle plus bien parce que c'est 45 ans. Elle s'appelle Françoise Dorin. Ah, bien sûr, Françoise Dorin. Voilà. Elle écrit des pièces de théâtre. Maintenant, elle a bien réussi. Et cette année-là, elle fait en même temps N'avoue jamais et Que c'est triste Venise pour Charles Aznavour. Ses premières chansons aussi. Ses premières chansons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait dans N'avoue jamais? Elle a fait les paroles. Et moi, j'ai fait la musique. Et puis voilà, et puis les choses se sont enclenchées comme ça. Super. Et puis après, il y a eu l'Eurovision. Voilà. Donc on est arrivé dans un tourbillon. Et puis ça a duré 40 ans, quoi. C'est super. Mais toujours. Alors, moi, j'étais toujours très très spirituel parce que j'étais très proche d'Akadosh Baruch Hu, mais bon, je l'appelais le bon Dieu, comme on disait en Algérie. Quand vous rentriez en scène, si vous aviez le trac, vous appeliez Akadosh Baruch Hu? Non, mais je priais beaucoup. Mais en français, à ma manière, parce que vous savez, l'Algérie a fait beaucoup de dégâts au judaïsme, et malheureusement. Beaucoup sont restés sur le carreau et c'est vrai qu'on n'avait pas une culture. C'est pour ça que j'ai eu un peu peur. On faisait la communion, c'était pas la bar mitzvah, on faisait la communion. C'était le baptême. C'est dramatique, c'est dramatique. Donc il a fallu gérer cette identité. Et cette identité commune à tous les gens. Donc on faisait Shabbat à la maison, mais sans plus, quoi. Je veux dire, on faisait Pessah, on mangeait la matzah, on faisait Kippour. Comme nous tous. Voilà, juif traditionnel. Donc j'étais dans cette mouvance, mais moi, ma mère très émouna, elle prie, comme les mamans juives. Et donc ça, c'était dans votre sang. Donc c'était l'hérédité. Puis après j'ai vu qu'il y avait des grands raves dans notre famille aussi, à Meknes, etc. Donc voilà. Parce que vous étiez originaire de du Maroc. D'accord. Et voilà. Et puis donc il y avait des choses quand même où moi Neshama. Mais je ne l'appelais pas comme ça à l'époque, et puis je ne l'appelais même pas. Il y avait des choses en moi qui n'acceptaient pas, donc j'acceptais pas de faire certaines choses pour réussir. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai fait une carrière un petit peu parallèle à celle des autres, et j'aurais pu être une plus grosse vedette si j'avais accepté de tout faire et de faire des faux articles mensongers sur France Dimanche ou Ici Paris. Mais c'était pas mon truc. J'ai dit le suicide de Guy Mardel ou le truc de machin, mais
c'est pas mon truc, ou là, alors C'était ça qu'il faisait. Il a pris la femme de Johnny ou le truc, mais c'est pas mon truc. C'était ça qu'il faisait pour intéresser le bien public. sûr, et bien tout ça, sûr. c'était pas vrai. Mais rien n'était vrai, rien n'était vrai. Et tout le monde y croyait. Et tout le monde y croyait, les pauvres. oui. Donc, moi, j'ai jamais voulu marcher dans ces trucs-là. Donc, ma carrière, c'était un petit peu parallèle. Et j'ai dit, j'avais une première interview où j'avais dit, mon but, moi, c'est d'être là dans 40 ans. Voilà. Donc, et c'est moi qui ai choisi ma manière de le faire, bien sûr, aidé par Akadosh Baruch Hu, parce que finalement, sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, les opportunités que j'avais, je les ai saisies, mais en fait, c'est des opportunités qu'Hachem m'envoyait. Donc, j'ai représenté, comme j'avais représenté la France à l'Eurovision, j'ai représenté la France dans un festival à Barcelone, un festival de la chanson à Barcelone, je l'ai gagné. Donc ça m'a ouvert le marché espagnol. Après j'ai fait le Vous avez chanté en espagnol? Oui. Après j'ai fait le festival de Tokyo, que j'ai gagné le prix de la critique, donc j'ai fait beaucoup de tournées aussi au Japon. J'ai fait le festival de Rio à Rio de Janeiro et je l'ai gagné. C'est beau aussi. Vous avez chanté en portugais? Non, en français. Ça c'était en français, au Maracanã, 50 000 personnes. C'est le stade qui est à côté du Maracanã, qui s'appelle le Maracazinho. C'est le stade de basket, 50 000 personnes. Simplement ça. Et donc, bon, j'ai fait des tournées au Brésil, au Mexique. Ça devait être exaltant. Voilà, et quand je suis revenu au bout de 3-4 ans, plus personne, on pensait que toute cette génération des premiers yéyés était has-been, quoi. J'ai dit, mais moi je suis pas has-been, moi j'ai pas arrêté de chanter et tout ça, mais j'ai pas envie non plus de ramer pour faire un premier disque et aller supplier les gens, etc. Donc, et j'ai eu une opportunité à la télévision parce que j'avais un ami qui m'a demandé de faire une émission. Et je me suis retrouvé producteur de télé, le plus jeune producteur de télé à l'époque. Superbe. C'était quoi comme émission? J'ai fait des émissions du début de la deuxième chaîne qui s'appelait Musicolor. C'était les premières émissions de 20h30. C'était des grosses émissions et que j'ai pris. Bon, on a démarré la deuxième chaîne de télévision. Oui, je me rappelle, la deuxième chaîne, il y avait des films l'après-midi. Et j'ai pris et là aussi, pareil que Bernard Kessler. Qui lui, entre parenthèses, tout de suite après, comme je lui ai présenté Paul Lederman, il a fait Même si tu revenais pour Claude François. Même si tu revenais. C'est lui qui a écrit ça. Voilà, donc après c'était... Et là aussi, j'ai voulu avoir mon équipe, mais avec des gens qui n'allaient pas m'écraser. Donc des gens vrais avec qui vous allez découvrir des choses. Voilà. Et il y avait un jeune réalisateur que je connaissais, qui était mon ami, et j'ai dit tu vas venir dans mon équipe et tu vas réaliser mes émissions. Et il s'appelle Rémi Grimbach. Ah bah Rémi, très connu. Rémi Grimbach est devenu Rémi Grimbach. Mais je lui ai appris comment réaliser une chanson. Et j'appuyais sur les boutons au changement des refrains et des couplets et tout ça. Et voilà, bon. Et donc on a fait cette émission, après on a fait des émissions avec Guy Lux, parce que Guy Lux chapeautait une unité de production, donc à laquelle il m'a intégré. Donc on faisait des samedis après-midi, qui s'appelait Samedi pour vous. Ça je me souviens. Oui. Et puis après j'ai fait une émission qui s'appelait Le Sport en Fête, le dimanche après-midi. Oui, très connu. Très connu. Oui, qui restait, donc je l'ai faite pendant 2 ans. Et un jour, un jeune journaliste, animateur me téléphone en me disant « Guy, ton émission est formidable, j'aimerais bien y participer pour le service des sports, parce que c'est une émission sport-variété. » On donnait les résultats du sport, et il y avait des variétés, c'était tout l'après-midi. Tout l'après-midi, j'avais 3 heures d'émission tous les dimanches. Et donc j'avais pris Rémi Grimbach comme réalisateur, et ce jeune journaliste s'appelait Michel Drucker. Donc, il a commencé là. Donc Michel a demandé à faire mon émission au service des sports. Donc il a viré le journaliste qui était en place dans mon émission, ce qui n'a pas fait du plaisir à ce journaliste que j'aimais bien aussi, Pierre Cangioni. Ah oui, il a continué pas mal. Oui. Bon, il était au service des sports. Et puis voilà, donc il est rentré dans l'émission,
et puis il m'en a fait sortir. C'est excellent. Ouais, parce que bon, les choses aussi, parce que Hachem a voulu que j'arrête, parce que sinon aujourd'hui je continuerais à faire les émissions avec Michel Drucker et Rémi Grambach. Donc voilà, et ça serait un petit peu et peut-être que je serais pas venu en Israël. Oui, donc il y a le projet divin qui est là, qui est tracé, qui est une ligne conductrice forte, parce que rien comme Hachem. Et donc un jour il a voulu devenir coproducteur de mon émission, et j'ai dit non, je suis producteur de cette émission, si tu veux en faire une autre, tu la proposes, et puis voilà. C'est ça. Mais donc il me fait appeler par la nouvelle directrice de la chaîne, qui s'appelait Jacqueline Baudrier, et elle avait comme assistant, comme chef de cabinet, elle avait Jean Drucker, qui était son qui était le frère de Jean, le frère de Michel. Oui, donc alors c'était c'était difficile. C'était fini. Oui, non, mais puis faut donc j'ai dit non, faut pas faire je lâche, je m'en vais, et puis comme ça vous faites. Voilà. Non, donc j'ai pas fait la guerre. Non, faut pas. Et donc il fallait, par contre j'avais 2 enfants jeunes, et il fallait que je regagne ma vie, parce que parce que j'avais une certaine morale, c'est-à-dire que dans mes émissions j'essayais de pas chanter, donc j'étais producteur, j'étais chanteur, mais pas les deux en même temps. C'est ça, donc il y a eu un creux au niveau. Il y a eu un creux au niveau du disque, bien sûr, donc il a fallu que je remette la machine en route avec le disque, et tout de suite, j'ai fait un tube avec Charlie Brown et tout ça. Donc donc ça a remis la machine en route. Et puis c'était un juif, Charlie Brown. Et donc là, ça a été ma 3e phase, où j'ai produit d'autres chanteurs aussi. J'étais le premier producteur à faire du disco en France. Dans ma maison de disques, avec un chanteur qui s'appelait Tony Pacino, qui chantait Come Prima en disco, et qui a très très bien marché. Donc j'ai eu toute une période comme ça. Donc vous avez appris aussi un peu le commerce de la musique, d'une certaine façon. Oui, et puis après j'ai monté un studio de gravure de disques, et puis après j'ai fait c'était toujours pareil. Donc je continuais à chanter de temps en temps, de faire des disques qui marchaient plus ou moins bien, etc. Mais sans être le mendiant. Je voulais pas. Je dis qu'un chanteur doit être respecté. Un compositeur, en plus un chanteur-compositeur doit être encore plus respecté, et les gens de ce métier doivent se respecter mutuellement. Et j'acceptais pas ce rapport de force entre les gens qui détiennent les médias et les chanteurs qui étaient des mendiants. J'ai dit, moi je suis pas un mendiant, et donc comme le système était foutu, parce que, et ça je l'avais prévu en 75, j'avais dit, le disque vit ses dernières heures, parce que c'était plus possible que ça continue comme ça. Donc pour chanter sur scène, il fallait avoir un disque qui marche, mais pour avoir un disque qui marche, il fallait qu'il passe en radio, mais pour qu'il passe en radio, il fallait qu'il marche. Injouable. Donc j'ai dit, comme il n'y avait plus de gala, j'ai dit, puisque je ne peux plus chanter, et que je sais que moi je suis un homme de scène avant tout, je suis fait pour faire de la scène. Donc dans la mesure où il n'y a pas où il n'y a pas de scène, je vais me créer ma scène. Et j'ai créé mon restaurant où je chantais tous les... Super. Et les gens m'ont dit, mais tu es fou, chanter les années 60 comme ça. Et je dis, non. Et c'est quand j'ai fait mon restaurant, tout de suite après, il y a eu Chéri FM, et je sais plus, je me rappelle plus. Oui, après il y a eu plein de... toutes les radios années 60, qui ont et Nostalgie, qui ont repris, qui ont fait exactement en radio ce que je faisais moi pendant 2 heures dans mon restaurant. C'est-à-dire que je chantais toutes les chansons de mes copains, il y avait une ambiance, et personne me donnait 6 mois de longévité de ce restaurant. Il a fallu que j'y il a duré 23 ans. Donc là on mais par contre là et on arrive, parce que ça a été mais c'est important de montrer aux gens que finalement on a l'impression, c'est comme les psaumes de David, on a l'impression que tout nous appartient, et qu'on est maître de notre... Mais c'est Hachem qui fait tout, et si on peut se lever tôt et ne rien gagner, et par contre même si on travaille qu'1 heure, et si Hachem il veut donner la belacha, il la donne, même si on travaille qu'1 heure.
Au moment où j'ai commencé... Les choses ne dépendaient pas de vous, vous le sentiez. Ah, ça, je le savais. Ça, je le savais. Mais lorsque j'ai monté mon restaurant, j'ai eu une sorte de prise de conscience qui était bon, déjà j'ai avancé dans la vie, j'avais 43 ans, donc on commence à se poser des questions, etc. Et puis les questions, elles étaient vite posées et vite réglées aussi, les réponses. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est J'ai rencontré les gens les plus importants dans le monde. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Carter aux États-Unis, j'ai rencontré des présidents en France, j'ai rencontré les plus grands dans tous les domaines, industriels, littéraires, artistiques, cinéma. J'ai rencontré De Niro aux États-Unis. Et tout ça. Et alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne Frank Sinatra. Oui, Frank Sinatra aussi. Ça donne quoi et moi je les regardais, parce que quand j'étais dans des soirées comme ça, je regardais ces gens-là. Et ce qui me frappait, c'était leur profonde tristesse finalement. Et alors certains buvaient plus que de coutume, etc. Sinatra, beaucoup de gens, enfin tout le monde, c'était dans les whisky, etc. Donc j'ai dit, mais réussir, c'est pas ça. Ça c'est réussir une illusion, mais réussir sa vie, c'est pas ça. Donc j'ai repris sans le savoir une parole du Pirkei Avot qui cherche le renom perd son nom. Et ça je le savais. Et quand je l'ai lu des années après dans les Pirkei Avot, j'ai fait que redécouvrir quelque chose qui était profondément en moi. Et j'ai dit, je cherche pas le nom, je cherche à exister, à faire le mieux de ce que je peux, mais pas à n'importe quel prix et pas pour le renom. C'est ça, donc être vous-même, même... Et quand j'ai monté mon restaurant, j'ai dit je vais changer ma manière complètement de penser et je vais maintenant chercher la vérité au fond de moi. Et quand j'ai ouvert le restaurant, j'ai pris mes premiers cours de Torah. Toutes les semaines, j'allais à un cours de Torah. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Et j'ai eu la chance aussi de démarrer les cours avec un rave extraordinaire à Paris, qui est le Rav Eman. Ah oui, bien sûr. Qui est un d'Épinay, qui est une lumière et qui m'a bouleversé parce que j'ai dit mais c'est ça. C'est ça, la vérité c'est ça. Oui. Donc à partir de là, le processus était en place, parce que dès qu'Hachem donne le route à quelqu'un d'étudier, après l'étude ne peut pas le mérite d'étudier, on ne peut plus étudier d'un côté et vivre d'une autre manière de l'autre. C'est impossible. Si on est honnête. L'étude ne peut pas être innocente. On n'est pas innocent après avoir eu des cours de Torah. Et donc, il y a un moment où il faut dire, attends, mais je suis quoi? J'étudie la Torah comme une philosophie, et à ce moment-là, je fais le contraire dans la vie, où c'est une manière de vivre que Hachem nous apprend, et à ce moment-là, il faut se coller à ça. Sinon, ça ne veut rien dire. Et donc, petit à petit, j'ai fait, j'apprenais, je faisais, et puis bon, c'est Ein Sof. Voilà. C'est sans limite. Est-ce que ça ne vous gêne pas de dire, parce qu'il y a un petit moment entre ouvrir le restaurant et puis dire, voilà, la vie, ce n'est pas ça, et puis le mot Torah. En fait, comment tout à coup Torah est venu là? Comment l'idée d'un cours est venue là? Comment ça aussi, parce que vous savez que je ne sais pas si vous savez. Vous vous souvenez de ce passage? Très bien, mais vous savez que on dit que le Baal Teshuvah, là où est le Baal Teshuvah, le tzaddik ne peut pas côtoyer le Baal Teshuvah. Oui. Le Baal Teshuvah est très haut. Et Hachem, il aime la Teshuvah de ses serviteurs. Et à ce moment-là, au moment et là j'ai parlé avec beaucoup d'amis qui ont fait Teshuvah, et à tous il est arrivé des choses insensées, des miracles, on peut dire ça comme ça. Mais seulement il faut avoir les yeux ouverts. Oui. Il faut avoir les yeux ouverts pour lire ces miracles. Et la première chose, ça a été un truc bizarre. Il y a eu un rav qui est venu chez moi, parce que j'avais demandé de poser des mezuzot, de nouvelles mezuzot. À la maison? À la maison, chez moi, à Paris. Et il vient, et on parle, et puis il me dit l'importance de ne pas raser sa barbe.
avec un rasoir, Avec un rasoir à main. À main. Et je dis, ah bon, tout ça, toutes les halakhot comme ça, c'est des choses que je connaissais pas. Et puis c'était abstrait. Que je connaissais pas. Oui. Bon, j'écoute, et puis il parle d'autre chose, etc. Et le soir, je pars au restaurant, donc je fais tout ce que j'avais à faire, et puis avant le service, je vais dans les toilettes du restaurant pour me raser, hein, avant de passer sur scène, avant le début de la soirée. Donc je prends mon rasoir, mon gilet là, les jetables, les jetables, voilà, mais je vais pas faire de pub. Et donc je mets ma mousse, tout ça, et je vous assure que j'ai une paralysie du bras. Une paralysie du bras, mais j'ai pas fait le rapport. J'arrivais pas à faire ce geste. Coincé. J'ai pas essayé d'approfondir. J'ai enlevé le savon, et je suis pas, et j'y ai plus pensé. Je dis bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai, pourquoi je. Le lendemain matin à la maison, et c'est justement sur l'apparence. Vous êtes chanteur, et j'en reviens sur l'apparence. Ah, c'est drôle, c'est étonnant. Là, merci de. Je sais pas, j'avais pas pensé. Tout à fait, juste là-dessus. Et donc le lendemain matin, la barbe avait poussé, une nuit, tout ça. Je vais pour me raser. Donc je fais la même chose, même geste, même douleur. Incroyable. Impossible de lever la main. Incroyable. Et là, j'ai pensé à la discussion avec le rabbin Chetrit. Je dis là, stop, terminé. Je suis allé à Darty. J'ai acheté un rasoir électrique et voilà. Donc, on expliquera un jour les différences d'halakha. Ça doit être un peu mystérieux pour les gens. Oui, parce qu'il ne faut pas couper le poil, la racine du poil. La racine, oui. Il ne faut pas arracher la racine du poil. Quand l'homme, n'importe qui, parce que je pense que si je suis arrivé aujourd'hui à étudier 5-6 heures par jour de Guémara, alors que la Guémara, quand j'étais à Paris, mais je comprenais rien, c'était difficile, j'ai fait des tentatives, et chaque fois avorté, parce que je dis mais à quoi ça sert, et là maintenant j'en suis à ma 7e Masechet, donc Baruch Hashem, que je finisse le chasse, et c'est une construction, mais parce que on n'est pas dans le rationnel, c'est-à-dire on dit pas tu lis, tu fais 4 ans de médecine et tu vas être médecin. Hashem, c'est pas ça. Tu dis tu fais ce que je te dis, tu étudies la Torah et tu vas voir que tu vas te sentir mieux. C'est ça, et tu vas être toi. Tout à fait. Et ta neshama va prendre le dessus sur ton. Parce que c'est le combat entre le corps et la neshama finalement. Quand on donne à manger au corps et qu'on laisse jeûner la neshama n'a pas de force. Donc c'est le corps qui domine. Alors je veux faire ça, et là, dès qu'on commence à donner à manger à la neshama par l'étude, par la prière, par les mitzvot, à ce moment-là, l'âme, elle reprend un petit peu le dessus, et petit à petit, et puis le corps il commence à affaiblir. Et à ce moment-là, elle lui dit, mais je veux faire ça. Non, il n'en est pas question. Et voilà. Et on s'aperçoit que ça fonctionne. Et quelque chose qui me semblait complètement dérisoire, passer du temps à savoir pourquoi un bœuf qui va tomber dans un trou, machin, etc. Bon, encore ça, c'est assez concret. Oui. Mais alors, quand on parle d'autres sujets tu dis, mais à quoi ça sert? Mais ça sert à tout. Ça sert à tout. Et je dis, et comme j'ai connu les deux côtés des choses, je peux vous assurer que les 10 ans que je viens de passer en Israël, à étudier la Torah, c'est pas comparable, quoi, avec tout ce que Alors Guy, les gens que vous avez laissés derrière finalement, parce que bon, vous aviez plein de copains, j'imagine il y avait des amis non juifs, des amis juifs aussi. Alors le lien, comment les tirer? Je me souviens de les Brachas, Michel Berger, il y avait tout ce monde juif finalement. Dans mon métier, quand j'étais chanteur, vraiment, quand je faisais mon métier de chanteur sur scène, on parlait pas. J'ai jamais eu une conversation sur le judaïsme avec Lucien Maurice, et je regrette profondément. Ah oui. Mais
mais on n'était pas dans ce trip. Gainsbourg était juif. On tous ces gens-là étaient on n'a juifs. jamais parlé Jamais. du judaïsme, on n'a parlé jamais. Jamais. Et pourtant, l'âme juive se sent chez Barbara, chez tout le monde. Mais c'est évident que quand aujourd'hui, même avec des non-juifs, quand je retourne à Paris, que je fais une émission avec Patrick Sébastien ou que je rencontre d'autres copains qui sont juifs, mais c'est évident qu'on parle de tout ça. Mais parce que je ne peux pas ne pas parler de ça. Exactement. Et donc, mais ils vous cherchent aussi, ils vous cherchent. Oui, ils veulent, oui, bien sûr, c'est bien sûr. super. Écoutez, Et donc, c'est une époque où on ne pouvait pas. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Il fallait être dans la course, courir en même temps que le système, et puis pas trop réfléchir à ces choses-là. Alors là maintenant, les gens commencent y compris les jeunes. Hein, alors vous dites bien sûr, j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'au début j'essayais de manger du poisson avec eux. Après je les obligeais à manger dans un restaurant cachère. Chez Bébert, ailleurs. Oui, et ailleurs. Oui. Et petit à petit, j'en avais marre de leur raillerie en disant mais quoi, tu crois que ta viande elle est meilleure? Quelle différence entre cette viande et la viande qu'on va manger dans un autre restaurant? Ils n'avaient pas l'étude. Donc ils se fichent un peu de moi. D'autres étaient réceptifs et bon après petit à petit les choses se sont faites et puis avec les gens réceptifs on a continué la teshuva ensemble et puis d'autres sont restés sur le trottoir, tant pis. C'est ça. Michel Jonas a commencé, n'est-ce pas, un petit peu à se rapprocher, j'avais entendu. Ouais, mais j'ai pas parlé beaucoup de Torah avec Michel non plus. C'est très personnel finalement votre cheminement à tous quelque part. Il y a chacun. On devrait faire un séminaire comme ça. Vous devriez organiser peut-être un séminaire avec vos amis et voir un petit peu. Mais je pense que étant donné que le Mashiach est en train d'arriver, je pense que ce moment aussi va arriver. Parce que finalement, c'est les gens qui sont médiatiques, finalement, qui sont importants, dont l'exemple peut être important. Très bien. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, les gens s'identifient. C'est sûr que demain, Patrick Bruel et Jean-Jacques Goldman font teshuva comme moi, ça sera un coup de tonnerre et ça fera avancer le shmildik. C'est ça fait avancer le shmildik, mais d'un autre côté, on a l'expérience que finalement les gens sont étonnés, comme en Israël, ils sont étonnés d'une teshuva de quelqu'un, mais quelque part, il faut que ça vienne de soi. Et ils ont cette espèce de c'est lui, tiens, il a peut-être pété un plomb. C'est très comme ça en ce moment. Mais il y a aussi l'écoute de la sincérité. Je pense que cette émission. Non, je pense que peut-être qu'au début d'une teshuva ils peuvent penser ça, mais quand il y a une longueur, une distance, et puis une progression ça les gens savent reconnaître quelqu'un qui est vrai ou qui vit avec la vérité, même si la vérité est toujours à atteindre. Ils se rendent compte. Au contraire, il y a beaucoup de respect et beaucoup de. J'ai créé beaucoup d'interrogations chez beaucoup j'aime pas ce mot teshuva, disons par par ma démarche. Ça les a fait se questionner énormément, des gens connus de la communauté. Et alors mon alia, parce que j'avais quand même un restaurant qui était l'un des restaurants les plus connus de Paris, et tout abandonné aussi mes enfants, mes petits-enfants, venir ici avec une alia qui est toujours difficile parce que c'est la terre d'Israël ne se conquiert pas avec facilité. Au début, ils m'ont pris pour un fou, mais ils ont dit si lui l'a fait, pourquoi nous on le ferait pas? Tout à fait. Et les événements devenant ce qu'ils sont au fil des années, ils se disent c'est toi qui avais raison. C'est ça, c'est toi qui avais raison. Et oui, c'est vous qui avez raison. Amen. Alors, j'espère que ce mouvement, cette démarche, cette sérénité que vous montrez non seulement à vos amis, mais aussi à nos spectateurs, va leur donner aussi envie de trouver cette sérénité, cette tranquillité, ces valeurs. Mais ça ne vient pas tout seul. C'est un effort violent.
Parce que c'est très difficile. C'est très difficile de dire ouais, je travaille plus le Shabbat, ouais, alors que c'est la journée où le commerce marche le mieux en France. C'est très dur, mais l'enjeu est au niveau de l'effort qu'on doit réaliser. C'est vraiment un accouchement, donc il faut se taper, quoi. Je veux dire, sinon il faut donner une preuve de sincérité, donc il faut taper là où ça fait mal. C'est un peu le sacrifice qu'on apporte à Hachem. Ben oui, celui qui fume pas n'a aucun mérite de ne pas fumer Shabbat. C'est celui qui fume 2 paquets par jour qui va avoir un mérite de fumer. Et celui qui fume 2 paquets par jour et qui ne fume pas le Shabbat, ça Hachem il le sait, et ça Hachem il aime. Tout à fait. Donc il aime l'effort, Hachem. Il veut que ça coûte. Mais par contre, après, amen, que ça continue et que pour tout le peuple, les récompenses sont énormes. Voilà, elles sont aussi à la mesure de l'effort. Ah ben, écoutez, merci beaucoup Guy. Votre sourire n'est pas un effort. Il montre, grâce à Dieu, ça y est, les choses roulent. On a toujours beaucoup de travail à faire, mais les choses roulent. Alors je vous remercie beaucoup pour cet entretien. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, ce moment très fort, là, où vous nous avez parlé de tous ces débuts de Teshuvah. J'espère que nos spectateurs vont les connaître aussi et qu'ils vont se mettre aussi à l'écoute de leur vie. Ouais, il faut ouvrir les oreilles et ouvrir les yeux. Alors, j'ai un plan pour vous du point de vue chanson. On va en parler après l'émission. Très bien, merci beaucoup. Et alors, à très bientôt, Guy. Au revoir.